Dalida, cette femme dont la voix faisait lever les lumières de Paris à chaque apparition, fut l'une des rares artistes capables de suspendre le souffle d'un continent entier. Au sommet de 3 décennies de gloire, elle laissa derrière elle une réalité inattendue lorsque la presse révéla son patrimoine. Une fortune estimée entre 2 et 3 millions de dollars, constituée en grande partie des droits musicaux qui continuaient de générer des revenus, mais aussi de son appartement de Montmartre, évalué à plusieurs centaines de milliers de dollars à la fin des années 1980, ainsi que de bijoux, économies et petits investissements accumulés au fil d'une vie de travail. Pourtant, ce qui bouleversa le plus le public ne fut pas la valeur de cet héritage, mais la manière dont il fut englouti par une tragédie silencieuse. Dans cet appartement luxueux baigné d'une lumière dorée, on retrouva Dalida sans vie, accompagnée d'une lettre brève et déchirante. La vie m'est insupportable, pardonnez-moi. Une carrière radieuse, une fortune bâtie sur des milliers de nuits de scène. Et pourtant, tout s'achevait dans un silence impossible à comprendre. Comment une femme admirée, riche, portée par l'amour de millions de personnes, pouvait-elle s'éteindre dans un tel désespoir? Les chiffres semblaient soudain dérisoires face au vide intérieur qu'aucune richesse n'avait su combler. Et pour comprendre pourquoi même une fortune de plusieurs millions n'a pas pu retenir un cœur si fatigué, il faut revenir au tout début de l'histoire. Dalida naquit en 1933 dans le quartier populaire de Choubra, au Caire, un lieu animé où se mêlaient l'odeur du charbon, le brouhaha des marchés et les ruelles poussiéreuses. Sa famille italienne avait immigré en Égypte et vivait dans une petite maison modeste où les soirées étaient mi-rythmées par les soupirs de sa mère et le brouillard sonore de la radio du voisin. Son père, violoniste, transmit à la petite Yolanda les premières notes qui allaient éclairer sa vie. Mais sa détention durant la guerre brisa en elle quelque chose de profond. Cette blessure précoce força Dalida à grandir trop vite, découvrant qu'un enfant pouvait porter des solitudes trop lourdes pour son âge. Au milieu de cette pauvreté discrète, la fillette s'attacha à un objet unique, une lampe à huile égyptienne que son père avait ramenée d'un vieux souk. Pour d'autres, ce n'était qu'un bibelot. Pour elle, c'était la lueur fragile de toute son enfance. Dans cette maison simple, où le vent du désert s'engouffrait par les volets usés, un rêve se forma doucement. Quitter le Caire, quitter le silence étouffant, trouver une scène où la lumière saurait enfin prononcer son nom. C'est dans cette pénombre que naquit un fragile espoir, petit mais indestructible. Lorsqu'elle quitta le Caire pour Paris au début des années 1950, Dalida n'emporta qu'une valise usée, quelques robes légères et la lampe à huile soigneusement protégée. Paris n'était pas une promesse, plutôt un Paris où se mêlaient aux craintes et désirs. Elle vécut dans une chambre glaciale où elle brûlait des bougies pour se réchauffer, répétant devant un miroir fêlé en espérant qu'un auditionniste l'écouterait jusqu'au bout. Mais les refus devinrent sa première école. Elle enchaîna les petits emplois, mannequin dans une boutique, chanteuse dans des bars enfumés de Pigalle, où les clients n'écoutèrent vraiment que lorsqu'ils avaient besoin d'oublier quelque chose. Chaque nuit, elle rentrait épuisée, mais convaincue que Paris finirait par la voir. Le tournant vint après un concours de beauté et la rencontre d'un producteur français qui l'invita à enregistrer un premier titre. Ce n'était pas un succès, mais c'était la première pierre. Elle travailla sans relâche. Diction, respiration, présence scénique. En 1956, Bambino surgit et en une nuit, la jeune femme passée par l'ombre devint l'étoile nouvelle de la chanson française. Le rêve né dans la petite maison du Caire venait de toucher le ciel. Quand Bambino conquit la France entière, Dalida entra dans une ère où chaque apparition semblait arrêter le temps. Les ventes de disques se comptaient en millions, les concerts se succédaient dans des salles pleines à craquer, et chaque pas sur scène déclenchait des tonnerres d'applaudissements. Mais derrière cette lumière, une fissure grandissait. Après chaque triomphe, elle retrouvait des chambres d'hôtel silencieuses, où seul le tic-tac d'une horloge lui tenait compagnie. Les gens voyaient une diva radieuse, elle, une femme qui portait une solitude de plus en plus lourde. La mort de Luigi Tenco, l'amour de sa vie, fut un souffle glacial qui fit vaciller tout son être. Elle continua à chanter, à briller, à incarner la puissance émotionnelle que le public adorait.
Mais à mesure que les salles devenaient plus grandes, son silence après les concerts s'allongeait comme une nuit sans fin. On disait d'elle qu'elle était la reine de la beauté triste. Et derrière les projecteurs, une âme épuisée cherchait encore un endroit où se reposer sans être vue. À la fin des années 1970, Dalida entra dans une période où son entourage sentit clairement qu'une usure profonde s'installait. La disparition de Luigi Tenco avait laissé une faille irréparable. Les soirées glorieuses sur scène continuaient, mais en coulisses, elles restaient de longues minutes sans bouger, le regard perdu dans un vide que personne ne pouvait combler. La dépression ne frappa pas comme une tempête. Elle s'étendit comme un brouillard, lentement, silencieusement. Les amours brisés, les espoirs déçus, les nuits trop longues avaient fini par façonner en elle une fatigue invisible. Les fans voyaient encore la femme lumineuse, mais dans son appartement de Montmartre, elle se retrouvait seule avec des photos jaunies, des souvenirs douloureux et cette lampe à huile, vestige d'une enfance lointaine. Puis vint une nuit, délicate et fragile comme un souffle, où elle comprit qu'elle n'avait plus la force de continuer. La douleur n'explosa pas, elle se referma simplement sur elle, la poussant vers son ultime décision. Lorsque Dalida quitta ce monde en mai 1987, la France fut bouleversée, non seulement par sa disparition, mais par l'ampleur de l'héritage qu'elle laissait derrière elle. Après 30 années passées au sommet, elle avait accumulé une fortune estimée entre 2 et 3 millions de dollars, un montant remarquable pour l'époque. Ce patrimoine n'était pas seulement fait de chiffres, il racontait des milliers de soirs de scène, des enregistrements solitaires, des nuits où elle avait donné plus qu'elle n'avait. Parmi ses biens les plus précieux figurait son appartement de Montmartre, évalué à plusieurs centaines de milliers de dollars, resté intact comme un lieu de mémoire. On y trouve encore son bureau, les rideaux blancs ondulants dans l'air parisien et la lampe à huile venue d'Égypte, fragile témoin de toute une vie. Elle laissa aussi une collection de bijoux valant des dizaines de milliers de dollars, ainsi que des costumes mythiques devenus aujourd'hui pièces d'exposition. Mais la part la plus importante de sa richesse restait les droits musicaux, un trésor dont les revenus continuent encore, alimentés par des générations qui découvrent sa voix. L'héritier principal, Orlando, son frère, reçut non seulement les biens, mais surtout la mission de préserver une légende. Il déclara un jour « Je n'ai pas hérité de sa fortune, j'ai hérité de sa douleur et de ce qu'elle a donné au monde. » Et c'est ainsi que chaque dollar provenant de ses chansons porte encore une trace de sa vie. Les nuits d'angoisse, les sourires forcés, l'éclat et la fragilité mêlée. Lorsque le testament fut ouvert, personne ne pleura pour l'argent. On pleura pour la femme qu'il avait gagnée au prix de tant de blessures silencieuses. Des années après sa disparition, la voix de Dalida continue de traverser le temps, comme un fil de lumière suspendu au-dessus de la mémoire collective. La chanson française a connu d'autres étoiles, mais aucune n'a su remplacer celle qui transformait la douleur en beauté. Chaque fois que retentissent « Avec le temps » ou « Je suis malade », les auditeurs n'entendent pas seulement une mélodie, ils entendent une âme qui se dévoile. Les statues, les places portant son nom, les expositions qui célèbrent ses robes emblématiques témoignent d'une influence qui dépasse la musique et touche au mythe. Même les jeunes générations, nées bien après elle, trouvaient un refuge dans sa voix, comme si elle savait parler au cœur de ceux qui ne trouvent pas leurs mots. Et la petite lampe à huile venue d'Égypte, conservée comme un talisman, est devenue l'image la plus fidèle de son héritage. Une flamme petite mais tenace, capable de survivre aux nuits les plus sombres. Dalida n'a pas seulement laissé des chansons et une fortune, elle a laissé une lumière impossible à éteindre. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque Dalida, on ne se souvient pas uniquement des scènes flamboyantes ou des nuits parisiennes illuminées, mais aussi de cette lueur fragile venue de la lampe à huile de son enfance. La première lumière de sa vie et peut-être la dernière à l'avoir accompagnée. Dans l'appartement de Montmartre où elle s'est éteinte, cette lampe repose encore, préservée par Orlando comme un fragment sacré. Car si Dalida est partie dans un moment de détresse, son héritage demeure d'une force qui dépasse le temps. Sa musique continue de tourner sur des vinyles anciens, dans les commémorations, dans les maisons où quelqu'un cherche un peu de consolation à travers sa voix. Ce soir encore, quelque part dans Paris, il est possible que son chant résonne doucement, comme une prière que personne n'a vraiment cessé d'entendre. Si son histoire vous a touché, laissez un message en hommage.
Parfois, un simple mot suffit pour maintenir vivante une lumière qui ne s'éteindra jamais.